Bienvenue, aujourd'hui on plonge dans l'histoire de Srinivasa Ramanujan. Alors imaginez un peu, on est en Inde au début du XXe siècle. Un jeune homme, Ramanujan donc, né en 1887, dans une famille modeste, sans vraie formation en maths, et il affirme, tenez-vous bien, recevoir des formules mathématiques hyper complexes en rêve, dictées par une déesse, Namagiri. C'est ça. Et son seul bagage au départ, c'est un vieux manuel de maths. Un recueil de théorèmes, mais sans aucune démonstration. Incroyable point de départ quand même. Absolument. Et c'est là que commence cette histoire presque invraisemblable. Notre exploration va s'appuyer sur le podcast Mathématistoire et on va essayer de comprendre ensemble comment cet autodidacte a pu révolutionner les maths. Oui, parce que c'est un paradoxe assez saisissant en fait. D'un côté, l'absence quasi totale de formation académique, classique, et de l'autre, une production mathématique d'une originalité, d'une profondeur qui nous laisse encore pantois aujourd'hui. Il n'a pas juste appris les maths du livre. Non, pas du tout. Il a dû reconstituer l'épreuve lui-même et très vite, il a commencé à explorer des territoires complètement nouveaux, à découvrir des formules, des identités que personne n'avait imaginées avant lui. Fallait une intuition phénoménale pour ça. Et une sacrée volonté aussi. Il noircissait des carnets entiers avec ses découvertes. Mais bon, pour être reconnu, il fallait convaincre le monde académique. Alors il a écrit à des mathématiciens anglais. La plupart l'ont ignoré, faut dire. Oui, il devait être dérouté, ou peut-être juste incrédule, face à ces pages de symboles un peu bizarres, sans les démonstrations bien propres qu'ils attendaient. Jusqu'à ce qu'une lettre arrive à Cambridge chez G.H. Hardy, un grand nom des maths, très à cheval sur la rigueur justement. Exactement. Et le podcast Mathématistoire raconte bien ce moment clé. Hardy, au début, il pense un canular. Les formules lui semblent étranges, presque trop belles, trop parfaites pour être vraies. Une blague d'un collègue peut-être. Et voilà. Puis il les étudie avec son collaborateur Littlewood. Et là, c'est la stupéfaction. Hardy dira lui-même quelque chose comme « elles devaient être vraies, car si elles ne l'étaient pas, personne n'aurait eu l'imagination de les inventer ». C'est fort quand même. Ah oui, c'est une reconnaissance incroyable. C'est le tournant décisif en fait. Hardy comprend qu'il a affaire à un génie. Peut-être un des plus grands talents naturels de l'histoire des maths. Oui, malgré l'absence de preuves formelles, ce qui devait heurter Hardy, vu son approche, mais il a vu la puissance créatrice derrière tout ça. Et il s'est démené pour faire venir Ramanujan à Cambridge. Et c'est là qu'un nouveau chapitre s'ouvre. Extrêmement productif sur le plan mathématique, mais très difficile sur le plan humain. Ah oui, l'arrivée en Angleterre, ça a dû être un choc terrible. Complètement. Le climat, déjà, la nourriture, trouver de quoi manger végétarien, c'était compliqué. La solitude, le racisme ambiant aussi, sans doute. Et puis le choc culturel, même dans la façon de faire des maths, j'imagine. Tout à fait. Hardy voulait des preuves, des démonstrations rigoureuses, étape par étape. Ramanujan, lui, fonctionnait par intuition fulgurante, par bond. Pour lui, le résultat était souvent évident, presque une révélation, Leur collaboration a été très riche, mais pas toujours simple. Un dialogue complexe entre deux mondes. Mais malgré tout ça, et alors que sa santé commence à sérieusement décliner, le climat, les privations, on parle de tuberculose, il produit énormément à Cambridge. Il touche aux nombres premiers, aux partitions d'entiers, aux séries infinies. Oui, et il introduit des concepts totalement nouveaux, comme les mock theta functions, les fonctions θ simulées. Des objets mathématiques tellement étranges que leur importance, leur signification profonde ne sera comprise que bien des décennies plus tard. C'est dire. C'est une partie de son héritage incroyable, ça. Exactement. Et il meurt si jeune, 32 ans, peu après son retour en Inde, sans vraiment voir la portée de son travail. Mais il laisse derrière lui ses carnets, les fameux notebooks. Une véritable mine d'or. Des milliers de formules, souvent sans démonstration, qui continuent d'inspirer les mathématiciens aujourd'hui. On y trouve encore des pistes de recherche un siècle après. Et le plus fou peut-être, c'est où ses travaux ont mené, bien au-delà des maths pures. Ah oui! On parle d'applications en physique des particules, en théorie des cordes. Les structures qu'il avait découvertes dans les nombres se retrouvent à décrire des aspects fondamentaux de l'univers. C'est dingue. Carrément. Et aussi en cryptographie, pour la sécurité des données, ou même dans l'étude des trous noirs. C'est presque de la science-fiction écrite avec des équations. Tout à fait. Et ça nous interroge forcément sur la nature de la découverte en maths. Ramanujan, il incarne cette tension entre la nécessité absolue de la logique, de la rigueur de la preuve, et puis cet autre élément plus insaisissable, l'intuition pure, la vision créatrice. Ce qu'il liait lui-même à ses rêves, à cette inspiration divine,